Bien, merci. Mesdames et messieurs, je vais tâcher de résumer en quelques minutes le portrait d'une génération de production architecturale, mais aussi d'une génération d'architectes, et essayer de retracer donc la logique de cette période pour dire un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé là, finalement. Alors, Jean Dubuisson appartient à un ensemble de praticiens qui sont liés par une histoire commune, en fait. Tous ont vu leur carrière lancée par la reconstruction, par les chantiers expérimentaux d'industrialisation, et tous ensuite, qui appartiennent à cette génération, ont ensuite fourni la réponse quantitative aux besoins programmatiques des 30 Glorieuses, puisque c'est ça la période clé ici. Alors, leur fortune critique, leur réception par l'histoire de l'art, ont également suivi une trajectoire similaire avec une mise au banc à peu près générale dans les années 1970-80. Cette génération, en fait, on peut la restreindre à des gens qui sont nés entre 1900 et 1915. Jean Dubuisson donc s'inscrit un petit peu à la fin, étant né en 1914. Un intervalle assez court, excluant les premiers partisans du mouvement moderne en France, tels que André Lursa, Georges-Henri Pinguisson ou Eugène Baudouin, qui seront du coup pour ces jeunes gens des enseignants et des autorités morales. Alors, tout d'abord, tous les grands noms donc, des 30 Glorieuses ne sont pas des ralliés de la première à l'architecture moderne. Alors, bien sûr, avant 1939, on lit Le Corbusier sous le manteau. On peut être sensible en étant étudiant aux réalisations de Dudok aux Pays-Bas, des Allemands du Bauhaus au même moment, mais la culture partagée des élèves de l'école des Beaux-Arts reste, je crois, assez largement historiciste, attachée à la grande composition urbaine, à la mise en scène de l'espace par la recherche de perspectives, de monumentalité et de rémanence des grandes œuvres de l'architecture classique du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et je vous ai mis ici, par exemple, un projet de reconstruction par Pierre Dufaux, qui ne correspond pas du tout en fait, à ce qui sera réalisé pour le centre-ville d'Amiens en 1942, projet explicitement régionaliste d'un futur moderne, où la culture scolaire se retrouve nettement dans le goût pour l'articulation de la ville par des places ordonnancées, par des bâtiments civils, par des monuments. Alors, les quelques années qui suivent la Libération sont, sous Raoul Dautry notamment, des années d'œcuménisme, si bien que le point de réunion de cette génération qui va se mettre à l'œuvre peut être placé à l'arrivée, à la tête du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, le MRU, d'Eugène Claudius Petit, en septembre 1948. Claudius Petit va s'entourer. Il va s'entourer de Paul Herbé, architecte, comme conseiller particulier, et de Pierre Dalloz, un disciple d'Auguste Perret, comme directeur du service de l'architecture. Et pendant ces 4 années passées à la tête du MRU, Claudius Petit va s'attacher à faire de la modernité architecturale une véritable doctrine d'État. Cela passe tout d'abord par un rajeunissement des cadres, en puisant dans le milieu des jeunes diplômés, sur la base de leur parcours scolaire, de leur première réalisation ou de leur réputation auprès de leurs camarades. Et c'est ainsi que des architectes très établis vont être remplacés brutalement en pleine reconstruction par des confrères beaucoup plus jeunes. On connaît évidemment Fernand Bouillon à Marseille, Jean Mali à Toulon, ce sera aussi le cas d'Henri Chaumette à Douai, Clément Tambuté à Abbeville, et Jean Dubuisson également pour une partie de la reconstruction de Saint-Lô dans la Manche. Alors, outre la réorientation de la reconstruction, on peut distinguer une autre filière d'arrivée de cette nouvelle génération. Ce sont les chantiers expérimentaux qui sont destinés à accélérer la reconstruction et à préfigurer l'effort à venir de résorption de la crise du logement qui courait déjà avant-guerre. Alors, fin 1948, ce sont d'abord 3 concours de 200 logements chacun, puis en 1950, on le connaît bien, c'est le concours pour la cité Rotterdam à Strasbourg, 800 logements,
concours remporté par Eugène Baudouin, mais où vont se distinguer des jeunes architectes, souvent moins de 40 ans, souvent prix de Rome également, et qui vont démontrer leur appétence pour ces programmes sociaux marqués par une exigence de technicité et de réflexion prospective. Alors ce concours, il est un jalon important, tout d'abord dans la carrière de futures personnalités de premier plan telles que Raymond Lopez ou Bernard-Henri Zerfus, en attestant de leur aptitude à traiter la grande quantité en s'intéressant au circuit de production du bâtiment et en travaillant aussi en bonne intelligence avec les bureaux d'études techniques et les entreprises. Jean Dubuisson, lui aussi, est remarqué à l'occasion de ce concours pour la cité Rotterdam. Il est remarqué par le MRU qui va lui proposer en juin 1951 de réaliser une partie avec Félix Dumail du Shape Village à Saint-Germain-en-Laye, en utilisant, on le voit ici, le système de préfabrication conçu par Raymond Camus, qu'il va en fait détourner en l'utilisant en transversal pour, comme on le voit, libérer la façade. Alors, la suite de cette politique d'industrialisation expérimentale du logement, ce sera la politique des secteurs industrialisés, comme on les appelle, mis en œuvre à partir de 1951, qui représente en fait la première génération des grands ensembles de l'après-guerre et qui font également la jonction, le trait d'union avec l'achèvement de la reconstruction. Alors, le soutien du pouvoir et le soutien de la technostructure, je pense par exemple à Adrien Spinetta, est un élément déterminant dans l'ascension de ces jeunes architectes et de Jean Dubuisson. Ascension via la commande publique de prestige émanant de ministères ou d'institutions d'administration para-étatique, je pense au CEA, à la RATP, à EDF, etc., aux grands groupes industriels également. Et les prix de Rome, Jean Dubuisson et prix de Rome, par leur prestige et par leur statut également d'architecte des bâtiments civils et des palais nationaux, ont un accès de droit aux grands programmes de l'État. Tous, pourtant, tous les prix de Rome, loin de là, ne mèneront pas une carrière de premier plan. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ce n'est pas le titre ou le passage à la Villa Médicis qui vont constituer une rampe de lancement. Si on s'en tient aux chiffres, la grande majorité des prix de Rome de l'après-guerre va mener une carrière assez discrète, assez anonyme. Et la réussite de gens comme Henri Bernard, Pierre Dufaux, Guillaume Gillet, Robert Cabelot, Bernard Zerfus, Jean Mailly, d'autres, et la conséquence, et ce sera la même chose pour Jean Dubuisson, d'un parcours qui est avant tout un parcours personnel, et non de l'exploitation de privilèges. Alors ces gens, qui donc sont des trentenaires, des quadragénaires, mais qui sont encore assez jeunes, sont des pragmatiques, beaucoup plus, je crois, que des idéologues. Ils sont sensibles aux évolutions de la mode et de la doctrine, ils voyagent beaucoup, ce qui est nouveau, ils lisent beaucoup également, ils s'inspirent, on le sait, des exemples américains, scandinaves et italiens, en les croisant, eh bien, qui avec la culture constructive pérésienne, qui avec la science de la distribution des édifices monumentaux qu'ils ont apprise à l'école des Beaux-Arts, qui avec l'expérience aussi de la composition urbaine qui leur permet de prendre à bras-le-corps la politique des plans masse, etc. Ils parviennent donc, ces prix de Rome, à rendre opérante leur culture scolaire tout en ayant une efficacité sur le chantier, une efficacité dans la tenue du coup, dans la prise en compte des nouveaux matériaux et des nouvelles installations de confort, par exemple, comme la climatisation. Ces jeunes gens réussissent enfin, et ce sera particulièrement le cas de Dubuisson, par leur talent dans la mise en réseau de relations dans le monde de la politique, des affaires et du bâtiment. Alors cette génération a aussi la particularité d'avoir un esprit de corps extrêmement fort, et je crois très singulier, très rare dans l'histoire de la profession. Cette génération, donc les différents noms que j'ai pu citer, ont été choisis
tout d'abord par le MRU pour participer à cet effort un peu mystifié de la reconstruction. Afin d'offrir un contre-pouvoir aussi à l'ordre des architectes, ce qu'on appelle le CEA, le Cercle d'études architecturales, est fondé en 1951 et selon Pierre Dalloz, il devait regrouper la centaine de jeunes architectes que le MRU lançait en avant. Je cite Pierre Dalloz, des architectes représentant une moyenne d'âge relativement basse, dont l'ardeur du feu sacré n'aurait pas encore été éteinte par les grandes commandes. Et à partir des années 50 et surtout dans les années 60, ces architectes vont se retrouver dans des comités de contrôle et d'orientation de l'architecture et de l'aménagement du territoire au niveau national. Un rôle tout à fait inédit pour eux. On les retrouvera aussi dans des commissions des sites, dans des commissions des abords. On les retrouvera à des postes d'architectes conseils départementaux où ils vont reproduire quelque part la pratique de la correction qu'il y avait en atelier à l'école des Beaux-Arts, mais en direction de confrères qui très souvent seront plus âgés qu'eux-mêmes. Ces architectes vont aussi se croiser, se retrouver au sein de comités de rédaction de revues, l'architecture d'aujourd'hui, technique et architecture. Et ce corporatisme, qui repose aussi sur une amitié réelle entre les différents membres de cette génération, se retrouvera jusque dans la représentation de la France à l'international au sein de l'UIA. Et c'est du coup cette omniprésence jusque dans l'enseignement qui alimentera les critiques de plus en plus aiguës à partir du début des années 60, faisant des prix de Rome, selon leurs détracteurs, une caste homogène, jouant en fait les poissons pilotes d'une politique d'État. François Loyer, entre autres, parla de népotisme, de clientélisme, de reproduction des élites, et comme vous le voyez peut-être ici sur cette notice, peut-on considérer que le seul passage de mode de l'architecture du style international, pris dans son acceptation la plus large, suffit à décrire l'ironie mordante déployée en 1972 par Dominique Amouroux pour décrire le grand ensemble de la Caravelle. On peut en discuter. Bon. Les prix de Rome sont des produits du système, ils nourrissent le système, ils paraissent donc forcément suspects dans un procès qui, sans toujours l'avouer, est largement politique dans ces années post-mai 68. Alors, autre avatar, André Fermichier, qui consacre en 1972 un article admiratif de plusieurs pages dans le Nouvel Observateur aux collections du MNATP, ne cite pas une seule fois le nom des architectes. Et l'article est intitulé, je cite, « La France d'avant l'usine ». Pied de nez un petit peu cruel, peut-être à l'architecture du musée. Alors le sort rencontré par Jean Dubuisson dans l'historiographie des Trente Glorieuses diffère toutefois assez sensiblement de celui de ses confrères. On retient par exemple davantage Henri Bernard pour ses édifices civils monumentaux, ce qui était aussi le cas de Bernard Zerfus avant qu'on ne commence à remettre à jour un petit peu son œuvre. On retient Pierre Dufaux pour ses immeubles tertiaires, Guillaume Guillet pour sa science des structures, etc. Et à contrario, la majorité du travail de Jean Dubuisson a été consacrée à l'architecture du logement, qu'il soit populaire ou de standing. Son agence réalisa environ 20 000 unités, chiffre bien sûr notable pour l'époque, mais sans être exceptionnel. Et peut-être que ce primat du coup, de la recherche du confort domestique a été un élément déterminant dans la redécouverte de Dubuisson au cours des années 90, trop tard toutefois pour peser sur le devenir d'un grand nombre de ses résidences. Alors le soutien apporté par Jean Nouvel, la mise au vivant aussi des archives par Pascal Péris à la fin des années 90, le débat engagé autour de la rénovation de la Caravelle par Roland Castro ont enclenché le mouvement de patrimonialisation de l'œuvre de Dubuisson. Ils ont aussi interrogé sur le bien fondé de campagnes de travaux agressives pour des constructions qu'on recommence à ce moment-là à voir comme des œuvres intellectuelles et artistiques. Du Arcimboldo sur du Malevich. C'est ainsi que Philippe Mandreau titrait un article publié dans la revue Vacarme en 1999 à propos
de la Caravelle, de la rénovation entreprise par Castro. On est à un moment où on redonne, grâce à l'exposition à l'IFA, une intelligibilité au systématisme de l'architecture de la croissance, en disant eh bien, qu'elle a une subtilité, qu'elle a une cohérence. Et la rénovation de Roland Castro ne prétend pas porter seulement sur l'esthétique de Dubuisson, mais amener une méthode de projet où Castro, dit-il, viendrait réparer, compléter, complexifier, enrichir, comme si l'apport et le bris du système de Dubuisson avaient en soi une valeur positive. Bon. L'exploration des archives de Dubuisson et le renouvellement du regard historien ont du coup permis de sentir les limites d'un mode de faire et d'une culture opérationnelle des années 90. Alors parmi ses pairs, et je terminerai sur ce point, Jean Dubuisson a été le seul, du fait de sa longévité quelque part, a été le seul à vivre la digestion, si je puis dire, de sa production par les deux générations qui ont suivi la sienne, qu'il s'agisse des architectes comme des historiens de l'art. La redécouverte de son œuvre a permis de dépasser la seule question du visible, évidente évidemment dans le cas de Dubuisson en voyant ses façades, pour envisager le travail des architectes des Trente Glorieuses non comme exploitation de privilèges, mais comme la volonté d'affiner et de perfectionner sans cesse des modèles, en développant une aptitude, dans le cas de Dubuisson, à traiter la domesticité sur toutes ses échelles, dans le cas de la villa d'Andréveil, jusque dans les logements de célibataires de Thionville. Bon. Cela étant, cette recherche sur l'habitat qui est au cœur de la fortune critique de Jean Dubuisson ne doit pas obérer l'attention portée au reste de sa production, où on retrouve le même effort d'invention et d'adaptation des techniques de pointe en direction du bâtiment. La curiosité de Jean Dubuisson, l'ampleur de son regard sur son époque, permis par aussi ses fonctions paraprofessionnelles, en font un généraliste de l'architecture au cœur du déplacement des champs de compétences des architectes des Trente Glorieuses, et la redécouverte de ces archives, l'exploitation de ces archives et la nouvelle compréhension de son œuvre en ont fait un petit peu le point de départ, le premier jalon dans cette nouvelle compréhension de sa génération. Je vous remercie pour votre attention.